pour votre invitation. Et moi aussi, je suis très agréablement surpris de voir que la psychiatrie attire autant l'intérêt. Ça me fait très plaisir. Alors, moi, donc, on m'a demandé de réfléchir aux définitions de santé mentale, handicap et maladie, malade, avec, au bout du compte, une perspective épidémiologique, en sachant que je ne suis pas un théoricien de tout ça, mais que ces questions m'ont été posées sous l'angle en particulier de la mesure. Alors, et je pense que c'est effectivement ces trois concepts, souvent d'ailleurs, santé mentale, on va parler de santé mentale, il ne faut pas dire qu'on va parler de psychiatrie, parce que c'est déjà un petit peu moins, c'est un petit peu moins sympathique. Et puis le handicap se balade entre les deux. D'ailleurs, les Anglo-Américains, ils n'utilisent plus tellement ce mot, donc nous, comment on va faire Donc c'est vrai que c'est bien d'essayer de mettre un peu d'idées claires, autant que faire se peut, autour de ces concepts. Donc alors la santé mentale. Ben, je suis allé voir, la santé mentale et handicap, c'est l'OMS qui ont le discours de référence. Hein. On est obligé d'aller lire ce qu'ils font. En général, d'ailleurs, ce qu'ils font est bien. Hein. Tout au moins, ça se veut être consensuel. Alors, vous vous souvenez, la santé, hein, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Bon. Cette définition, je la trouvais politiquement correcte, très bien, jusqu'au jour où le professeur d'addictologie de Bordeaux m'a fait remarquer que ça n'arrivait qu'après un shoot d'héroïne ou un orgasme. Et que finalement, voir la santé comme ça, ça posait un problème de mise en opérationnalisation, quoi. Et en plus, il a raison, il faut être honnête. Hein. Alors, l'OMS a une définition de la santé mentale. Je pensais qu'elle n'en avait pas. Alors, état de bien-être, dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une communauté. Comme on dit aujourd'hui, on est au pays des bisounours. C'est-à-dire que voilà, dans la société, les gens veulent se réaliser, ils veulent participer à l'accomplissement de la société, etc., etc. Alors, en termes classiques, c'est-à-dire que ça repose sur un postulat eudémoniste un peu naïf. C'est-à-dire que c'est comme si on pensait que les gens voulaient être heureux dans la vie et que voilà. Or, quiconque a déjà vu des patients sait qu'en réalité, alors on peut dire que c'est parce que ce sont des patients hein, qui sont compliqués dans leur tête, hein, mais la plupart des gens, quand on est très proche avec eux, on se rend compte qu'en fait, dans leur vie, ils n'ont pas forcément envie d'être bien heureux et de faire que tout se passe bien autour d'eux. Hein. Et que même la règle est plutôt régulièrement le contraire. Et puis quand on prend... Alors, surmonter les tensions normales de la vie, qu'est-ce que ça veut dire, une tension normale de la vie hein? Où justement, il y a des gens qui n'existent dans la vie que parce qu'ils sont dans des états de tension anormale et qu'ils ne sont pas rares, que certains même occupent des positions élevées dans la société, etc., etc. Et qu'il y a plein de philosophes qui ont écrit des trucs comme ça. Donc c'est vraiment bizarre de voir comme on se raccroche à des espèces de trucs complètement lisses. Il y a même, vous savez, des résultats hein, d'économistes qui ont montré que dans les sociétés où le niveau économique est le plus élevé, c'est pas là que le bien-être collectif est le plus important. Hein, ça porte le nom du paradoxe d'Easterlin, qui est plus ou moins difficilement interprétable. Il y a plein d'hypothèses là-dessus, aucune qui soit consensuelle, qui montre bien que c'est compliqué. Vous voyez, surtout quand, comme vous, quand on s'occupe de politique sanitaire ou pas, hein, on imagine pour que le bien-être des gens s'améliore, il faut mettre des moyens. Eh bien, peut-être pas, puisque plus il y a des moyens, et en fait, c'est pas corrélé positivement au bien-être des gens. Et puis, l'autre chose qui me dérange un peu avec cette histoire de santé mentale, c'est qu'il y a quelque part, il y a une perspective hygiéniste hein, autour de la santé. Vous voyez, c'est que il faut être en bonne santé. Voilà, il faut faire du sport. C'est bien de faire du sport. Alors que si vous regardez les choses de près, par exemple, en termes de perte de quali, vous savez, d'années de vie de bonne qualité, qu'est-ce qui est le plus mauvais? De boire une demi-bouteille de vin par jour ou de faire 15 jours de ski par an? Franchement, je ne sais pas quelle est la réponse. Hein. Et ce n'est pas des blagues. Hein. Vous savez que le ski, hein, pour les assureurs, est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe, en morbimortalité.
une demi-bouteille de vin par jour. Vous voyez? Et pourtant, le discours social autour de l'alcoolisation et autour du sport est complètement dichotomique. Donc on est sur une espèce de fantasme de la santé, c'est bien, du sport, voilà. Et dans la santé mentale, il y a un peu ça, il faudrait être heureux. Et si on est dans le bien-être, alors on n'aura pas de problème psychiatrique. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de corrélation, mais c'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai des patients qui ont des problèmes psychiatriques et qui sont complètement heureux dans leur vie. C'est notamment, j'ai 2 patients avec un retard mental léger. Alors, vous pouvez me dire, ah oui, c'est les gentils débiles, ils sont heureux. Eh, c'est pas ça. Ils ont un retard mental léger, clinique. Eh bien, ils sont complètement heureux dans leur vie et ils ont toutes les définitions de la santé mentale de l'OMS. Vraiment, c'est pas des blagues. Hein. Et puis je connais plein de collègues qui n'ont pas de problème psychiatrique et qui ont un état de santé mentale déplorable au sens de ce qui a marqué ici. Hein. Donc cette notion de santé mentale, franchement, moi d'abord je vois pas comment l'opérationnaliser et la mesurer de façon très concrète. Hein. On sait bien que toutes ces mesures de bien-être ou de qualité de vie, comme on dit, ça ne marche que dans des cas extrêmement particuliers, comme en cancérologie, en phase extrême de maladie. Là, on peut mesurer la qualité de vie ou des choses comme ça. Mais vouloir mesurer ça, ça repose sur des bases philosophiques qui sont beaucoup trop fragiles, des définitions qui ne sont pas au point. Donc c'est une tentative un peu humaniste, je dirais même pseudo-humaniste, d'essayer d'accompagner l'être humain dans la société, mais pour moi ça ne marche pas. Alors, le handicap, c'est peut-être un peu plus sérieux. Il y a alors l'OMS fait ça aussi très bien, le World Report on Disability, 2011. Et là, ce qui est compliqué, c'est que il est en anglais, comme je le lis, mais la traduction française ne correspond pas exactement à la version originale anglophone. Ce qui, quand même... parce que, vous savez, il y a les mots incapacité, disability, handicap, impairment. Disability, d'ailleurs, où j'ai appris que ça vient du mot français disabile. Et qu'en fait, disability, il n'existe pas de traduction maintenant en français. Enfin, donc, bon... Ce qui est déjà un symptôme, le fait qu'on ait besoin d'utiliser plein de mots pour dire des trucs, c'est que derrière, ça ne marche pas très bien. Alors, l'OMS commence par dire que presque tout le monde sera un jour avec un handicap. Voilà, comme ça, c'est pas de stigmatisation, tout le monde est pareil. Alors après, la définition, donc terme, je n'ai rien dit, terme générique désignant les déficiences, les limitations d'activité et les restrictions de participation, vous voyez où on veut en venir. Alors ils définissent tout ça, c'est bien fait. Donc ce terme renvoie aux aspects négatifs de l'interaction entre un individu atteint d'un problème de santé, où là on ne définit pas ce que c'est qu'un problème de santé. Puisque si on revient à la santé que j'ai définie avant, ça ne marche pas. Donc, interaction entre un individu atteint d'un problème de santé. Et ce qui est curieux, c'est que les 3 exemples qu'il donne, ça a à voir avec la neuropsychiatrie. C'est infirmité motrice cérébrale, trisomie 21, dépression. C'est curieux de voir que les 3 exemples donnés comme ça dans le rapport annuel de handicap de l'OMS, c'est 3 exemples qui ont à voir avec le problème neuropsychiatrique. Donc, entre un problème de santé et des facteurs personnels et environnementaux. Moi, j'ai envie de dire, entre parenthèses, avec la société, quoi. Et donc l'idée, c'est vraiment ça que je trouve derrière. C'est qu'il y a vraiment un sujet qui est là, qui a besoin de s'épanouir, et quelque part, son environnement, la société, qui l'empêche un peu de s'épanouir comme il voudrait. Alors ça peut marcher, qu'il n'y a pas de rampe d'accès pour les fauteuils roulants, mais ça peut aller dans le cadre du handicap psychique, c'est qu'on ne voit pas les gens, car la société a un caractère normatif, excessif, etc., etc. Alors, objectivement, il y a des choses très bien dans... enfin, objectivement, ça ne veut rien dire. Mais de mon point de vue, clairement, il y a des choses très positives derrière la promotion du concept de handicap, où c'est vrai que pendant longtemps, on a des médico-centrés les concepts, c'est-à-dire que quand vous n'aviez pas de maladie, eh bien vous n'avez rien, et donc vous deviez vous occuper tout seul, et puis basta. Alors que c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient des difficultés... et qu'une société un peu humaine doit s'occuper aussi des gens qui ont des difficultés, que même elle a y gagné, en termes utilitaristes, de s'occuper des gens qui sont faibles, finalement, ça améliore l'espérance de l'utilité de tout le monde, quand on se débrouille pas mal. Donc, très bien. Alors, au début, on a fait ça pour les fauteuils roulants, après, on a fait ça, donc moi qui m'occupe d'enfants, et c'est vrai qu'on a vu ça dans les écoles, un effort pour accueillir les enfants handicapés.
Le Téléthon, il fait beaucoup. Maintenant, on commence à le faire avec les troubles des apprentissages. Hein. On voit des enfants qui ont des dyslexies sévères, qui ont un petit ordinateur et ils jouent à World of Warcraft pendant les cours. Hein. Ils n'écrivent pas les cours. Hein. Pas, non, je vous promets. Hein. C'est un vrai souci de l'utilisation des ordinateurs, mais c'est une autre question. Et alors, il reste un champ. C'est vrai que nos patients qui ont des troubles psychiatriques, hein, par exemple un hyperactif, qui est impulsif, et qui donc sort des blagues en cours et puis répond à son prof du tac au tac, lui n'est pas considéré comme ayant un handicap, c'est un fouteur de merde. Et donc il est stigmatisé, ses parents sont convoqués, c'est le mauvais objet, ses parents sont des enfants, sont des parents qui élèvent mal les enfants, etc., etc. Et bien ça va très mal se terminer, forcément. Hein. Et alors que ça correspond à la définition, hein, c'est-à-dire il a un problème de santé, il y a des anomalies cérébrales, on peut donner des médicaments, donc c'est un problème de santé et c'est une inadéquation avec les facteurs personnels et environnementaux. Et donc oui, il faut une reconnaissance de l'hyperactivité comme problème de handicap. Et c'est vrai que c'est une injustice que, je vous promets, les enfants en plus le vivent comme une injustice. Donc là, Christine Passerieux et Nadia Younes qui sont là travaillent aussi au niveau du handicap dans la schizophrénie. Il y a la même chose, à un niveau sûrement encore supérieur. Alors je dis, c'est vrai que là il y a une vraie question et il y a un vrai progrès. Je dis attention, il faut faire attention, c'est que si on suit vraiment cette définition à la lettre, la pédophilie, les pédophiles pourront revendiquer un statut de handicapé dans une dizaine d'années. Un pédophile a des anomalies du fonctionnement cérébral. Hein, il commence à y avoir des études d'IRM, etc. Voilà. Et quelque part, c'est une inadéquation entre un individu, son fonctionnement, et la société, qui l'empêche d'avoir des rapports sexuels, consentis ou pas, avec les enfants. Et vous allez voir, je suis sûr qu'ils vont trouver l'astuce et ils vont dire... Moi, j'ai la triple peine, j'ai mon problème, je suis stigmatisé, je vais en tôle, et en plus, quadruple peine, je ne peux plus en sortir parce qu'après, une fois que j'y suis rentré, voilà. Donc, si vous voulez, cette histoire de handicap, c'est bien, mais de trop opposer l'individu opprimé par rapport à la société qui l'empêche de s'épanouir, il y a un jour où ça ne marche plus. C'est que la société, elle fonctionne aussi comme un tout. Hein, et l'individu n'a pas tous les droits par rapport aux droits de la collectivité. La collectivité peut imposer des choses à l'individu, même à son détriment. Et de mon point de vue, la collectivité doit imposer des choses aux pédophiles. Hein. Le pédophile n'est pas un handicapé, il faut qu'il aille en tôle, s'il ne peut pas faire autrement. Hein. Parce que moi, je vois des enfants qui sont victimes des pédophiles, et je vous garantis que ça ne leur fait pas du bien. Donc là, il y a une limite à trouver et je trouve qu'on est un peu, là aussi, au pays des bisounours avec le handicap. Hein. Tout le monde sera handicapé dans sa vie, la société est vilaine, elle ne s'occupe pas des singularités des gens. C'est vrai, mais il faut faire attention à ne pas aller trop loin. Alors, au niveau de la mesure, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était vraiment... Bon, il y a le WUDAL, l'OMS a un instrument pour mesurer le handicap, il n'est pas terrible, hein. Il n'est pas terrible. L'équipe de Versailles que j'ai citée tout à l'heure est en train de développer un instrument de mesure du handicap psychique qui est un bon instrument. Je ne dis pas ça parce que c'est des copines, mais c'est un bon instrument. Alors j'en arrive à la fin. Les maladies, hein, puisque on a eu beau dire que c'était trop, tout ça était trop médico-centré, qu'il fallait se changer les idées. La santé mentale, c'est pas terrible. Le handicap, c'est bien, mais il faut faire attention. Et les instruments sont balbutiants. Alors quand même, les fondamentaux, ça reste l'épidémiologie avec des mesures de maladies et de malades. Et là, en fait, alors, on a quand même avancé un peu. Mais comme on a été content de cette avancée, on n'a pas vu que c'était un demi-pas et que ce n'était pas un pas complet. Alors, il y a quelque chose de central qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en médecine, il n'y a pas que des maladies, il y a des malades, et que les deux obéissent à des définitions qui n'ont rien à voir. Hein? Au niveau des définitions, hein, bien sûr, la plupart des malades ont des maladies, et la plupart des maladies sont créées parce qu'il y a des malades. Hein. Mais à l'origine, en France, hein, selon Canguilhem, le malade, c'est l'expression d'une plainte. C'est-à-dire, il sonne à la porte d'un médecin. Ça, c'est la base. Hein. D'ailleurs, vous le savez, hein, quelqu'un qui a une maladie, qui a un cancer, un truc comme ça, qui ne veut pas se faire soigner, on ne peut pas l'obliger à se faire soigner. On ne peut pas obliger quelqu'un à se reconnaître comme malade.
sauf en psychiatrie et en pédiatrie. Et ça pose des problèmes pour les deux. Hein. Vous savez que la société bouge pour les enfants. Hein. On s'intéresse de plus en plus à... Vous savez qu'en Angleterre, il y a une petite fille hein, on lui a donné l'autorisation de refuser des soins contre l'avis de ses parents. Elle était en fin de course et elle a demandé au médecin de terminer sa vie contre l'avis de ses parents. Et ça a été accepté par la Cour. Donc en pédiatrie, ça bouge. En psychiatrie, ça bouge, pas dans le même sens. Bon, alors on va pas rebattre les cartes là-dessus. C'est une vieille histoire hein, sur la société et le problème de la maladie mentale et de la conduite antisociale, etc., etc. Du fait que le malade mental ne se reconnaît pas comme malade, alors que 9 fois sur 10, si c'est plus compliqué, il suffit juste de lui parler à 1 ou 2 heures et puis finalement il va y arriver. Hein, si vous voulez, c'est juste que c'est pas forcément facile et bien sûr, comme il est parasité parfois par son processus pathologique, ben ça peut avoir un petit peu du mal à arriver, mais c'est tout. Alors, donc il y a le malade, c'est ça la définition. Après, les maladies, en fait, les maladies, ce sont des constructions. Hein. Ce sont des constructions élaborées par les médecins pour pouvoir organiser la thérapeutique et les pronostics. Alors, ces organisations, ces constructions intellectuelles obéissent à plusieurs logiques. Hein. Avant, c'était très psychanalytique. Maintenant, c'est assez biologique. Et maintenant, c'est avant tout sémiologique. Hein. Vous savez, l'ICD, le DSM, ce sont des critères, c'est-à-dire des items de la sémiologie que l'on repère chez les gens, que l'on organise avec des conjoncteurs, des disjoncteurs. C'est-à-dire il faut être anédolique ou triste et insomniaque et anxieux et avec une perte d'appétit, etc. Et à la fin, vous êtes déprimé, pas déprimé, etc. Voilà, c'est une sémiologie qui a été donc opérationnalisée par l'OMS et les Américains. C'est plus ou moins les Américains qui ont gagné. Et cette opérationnalisation a eu un énorme avantage, c'est qu'on a pu faire de la recherche avec parce que c'était reproductible. Donc ça a donné le DSM et un succès mérité parce que les critères sont bons, c'est la force des Américains, et ils sont reproductibles, donc on peut faire de la science. Donc on a fait de l'épidémiologie et ça a eu un succès authentique. On a pu comparer les résultats entre les pays, etc. Alors, néanmoins, on en est à un stade où la critique arrive de ces résultats. Première critique, c'est que normalement, dans une maladie, il y a en plus la répercussion qui était implicite. C'est-à-dire qui est très difficile à opérationnaliser en épidémiologie. Parce que normalement, quand le patient vient voir le médecin, si le patient vient voir le médecin, c'est qu'il va mal. Donc c'est qu'il y a des répercussions dans sa vie. Quand vous êtes épidémiologiste, vous allez voir les sujets et vous leur demandez ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Mais si ça se trouve, ils vont bien. Donc là, il y a un véritable problème de fond. C'est que vous avez des gens qui ont une phobie sociale, par exemple, et qui organisent leur vie autour. Et si vous leur dites, mais vous êtes malade, il faudrait vous faire soigner, ils vont vous dire que c'est eux qui sont comme ça. Et ils ont décidé de vivre comme ça. Et puis, ils n'ont pas forcément tort. Hein. Donc, il y a c'est un vrai problème. Alors, vous me direz, ça ne touche pas beaucoup de monde. Moi, j'en sais rien si ça ne touche pas beaucoup de monde. J'en sais rien. Surtout quand les questions, c'est, êtes-vous triste? Avez-vous du mal à dormir? Et que c'est posé par téléphone. Donc, il y a un vrai problème de validité, de répercussion des symptômes dans la vie des gens. Et évaluer la répercussion des symptômes, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors c'est un problème qu'on a soulevé en France, c'est un problème qui a été soulevé aux États-Unis aussi, hein, où les épidémiologistes américains, Spitzer, dans un article des Archives of General Psychiatry des années 2000, a dit que en fait, les résultats épidémiologiques et le need for care, c'est-à-dire le besoin de soins, n'avaient rien à voir. L'épidémiologie n'est pas un outil destiné à déterminer les besoins de soins. Donc, vous vous rendez compte, hein. Autrement dit, l'épidémiologie, c'est bien pour faire de l'épidémiologie analytique, pour regarder si les hommes ou les femmes sont aussi déprimés les uns que les autres. Si en 2004 et en 2009, c'est pareil. Ça marche. Et pour déterminer des besoins de soins, c'est-à-dire des prévalences de malades, ça ne marche pas. Et ça, c'est un problème majeur parce que les prévalences des maladies que l'on a sont par exemple utilisées par la Commission de transparence en France pour déterminer les populations cibles de vente des antidépresseurs, avec des nombres qui sont faux. Avec des nombres qui sont faux. Et c'est pas un peu faux, hein, c'est au moins un facteur 2. Donc quand on dit après que les Français prennent trop de psychotropes, il faut aussi faire attention aux données sur lesquelles on travaille.
Donc j'en arrive sur la conclusion. En conclusion, on peut mesurer plein de choses, du handicap, des maladies, des malades. Tout ça est difficile, comme vous l'avez vu. Il faut le faire quand même, mais il faut avant tout être parfaitement clair sur les ambitions qu'on a, sur les moyens qu'on met et sur la fiabilité des résultats que l'on obtient. Il ne faut pas y croire parce que c'est des nombres. Alors vous, peut-être que vous qui êtes des professionnels, hein, c'est peut-être facile pour vous, mais je vous promets que les journalistes et les politiques, c'est absolument pas le cas. Quand on leur dit, comme on voit sur des sites, 20% des Français ont un trouble psychiatrique, hein, c'est n'importe quoi. Les gens n'y croient pas, si vous voulez. On dit 20%, c'est un site qui fait référence en France, pour promouvoir la santé mentale et la psychiatrie. Il y a marqué en gros, 20% des Français ont un trouble psychiatrique. Histoire de dire, c'est important la psychiatrie. Le problème, c'est que quand les gens le lisent, ils n'y croient pas, parce qu'on se dit, mais 20%, où est-ce qu'ils sont, quoi, hein, on devrait les voir s'il y en avait 20%. C'est pas vrai, parce que ça vient de ces études qui ne mesurent pas les troubles psychiatriques, ils mesurent des entités épidémiologiques abstraites. Donc vraiment, là, il y a un enjeu scientifique et de communication majeur. Alors, si vous voulez mesurer des besoins de soins, ce qui j'imagine doit être votre cas de temps en temps, alors on peut y arriver, mais il faut faire attention, il faut mettre plus d'argent. C'est-à-dire, il faut coupler à des enquêtes épidémiologiques comme elles sont faites d'habitude, des enquêtes plus anthropologiques, plus cliniques, auprès des gens, pour vraiment savoir ce que ça modifie dans leur vie. Et après, d'avoir des approches mixtes, qualitatives, quantitatives, pour tout redresser. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.